Nous vendons la maison demain, a envoyé papa par SMS. Tes affaires seront sur le trottoir. J'ai répondu, d'accord. Il ne savait pas que j'avais acheté la maison 3 ans plus tôt via ma société. Le lendemain matin, l'agent immobilier l'a appelé avec une surprise. Je suis Christopher Vance. J'ai 29 ans et mon propre père a essayé de me virer d'une maison que je possédais secrètement. Avant de vous parler du dîner explosif qui a tout changé, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Tout a commencé un mardi soir, à 23h47. Mon téléphone a vibré sur la table de nuit. Une vibration dure et colérique dans le calme de mon appartement. Je savais qui c'était sans regarder. Une seule personne m'envoyait des SMS aussi tard, et ce n'était jamais pour de bonnes nouvelles. L'écran s'est allumé avec un nom que j'aimais et redoutais à la fois. Papa. Le message était court, brutal et direct. Nous vendons la maison demain. Tes affaires seront sur le trottoir. Ne te donne pas la peine de passer. Je l'ai lu une fois, puis deux. Les mots nageaient dans la lumière bleue de l'écran. La maison. Pas n'importe quelle maison. Celle avec le chêne dans la cour avant dont je suis tombé quand j'avais 7 ans. Celle avec le garage où j'ai construit mon premier ordinateur, me cachant de la tempête constante de désapprobation à l'intérieur. Celle que j'appelais encore, chez moi, dans ma tête, même si je ne m'y sentais plus chez moi depuis plus d'une décennie. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier. 1000 réponses colériques brûlaient dans mon esprit. Comment peux-tu? Après tout, tu n'as aucun droit. Mais je les ai toutes effacées. Discuter était inutile. C'était comme jeter des pierres contre un mur de briques. Tout ce qu'on obtenait, c'était des mains meurtries. Au lieu de cela, j'ai tapé un seul mot. D'accord. Et j'ai appuyé sur envoyer. Un instant plus tard, un deuxième message est arrivé comme si ma réponse calme n'avait fait qu'alimenter son feu. Et ne t'attends plus à aucun soutien familial. Tu n'as été rien d'autre qu'une déception. Il est temps d'affronter le monde réel. Une douleur familière s'est installée dans ma poitrine. Le genre qui était mon ombre depuis des années. Déception. C'était le mot dont il m'avait marqué le jour où je lui avais dit que je voulais construire des logiciels, pas des maisons. Mais il ne connaissait pas mon monde. Il n'avait aucune idée de ce à quoi il ressemblait. J'ai reposé le téléphone sur la table de nuit, l'écran devenant noir. Je n'étais pas en colère. Plus maintenant. La colère s'était consumée il y a longtemps, laissant derrière elle une tristesse silencieuse et profondément ancrée. Parce que voici le secret, celui que j'avais gardé pendant 3 longues années. Mon père, Édouard Vance, ne pouvait pas vendre cette maison. Il n'en avait pas le droit. Il pensait me jeter dehors dans le froid. M'enseigner une dernière leçon sévère. Il n'avait aucune idée qu'il était un invité dans ma maison. J'avais acheté cette maison il y a 3 ans via l'une de mes sociétés holding, Vanguard Holdings LLC. Je l'avais fait silencieusement par l'intermédiaire d'un tiers alors que la banque était à quelques jours de la saisir après que son entreprise de construction a failli faire faillite. Il ne l'a jamais su. Je les ai laissés, lui et ma mère, vivre là sans loyer, croyant qu'ils avaient surmonté la tempête par eux-mêmes. Ils pensaient me couper les vivres. Ils ne réalisaient pas qu'il essayait de scier la branche même sur laquelle il était assis. J'ai fermé les yeux, mais pas pour dormir. Je savais que le sommeil ne viendrait pas. Je suis resté allongé là à écouter le bourdonnement de la ville dehors et j'ai pensé, demain matin va être intéressant. Il était sur le point d'appeler un agent immobilier pour vendre une maison qu'il ne possédait plus. Et cet agent immobilier, mon cousin Daniel, travaillait pour moi. Une tempête arrivait. Mais avant de vous raconter comment cette tempête a éclaté, vous devez comprendre le climat dans lequel elle est née. Vous devez comprendre ma famille. En grandissant, notre famille n'était pas une unité. C'était une compétition. Et j'étais toujours à la dernière place. Mon frère aîné, Léo, était le fils autour duquel mon père orbitait. C'était l'enfant doré. Léo était capitaine de l'équipe de football, avait des notes décentes sans essayer et avait un sourire qui pouvait charmer un serpent. Plus important encore, il était une copie conforme de mon père. Il aimait l'odeur de la sueur et du béton. Il voulait rejoindre l'entreprise familiale, Vance & Son Construction, depuis qu'il était assez vieux pour tenir un marteau-jouet. J'étais différent. Je ne m'intéressais pas au sport. J'étais le gamin silencieux qui démontait la radio familiale pour voir comment elle fonctionnait. Pendant que Léo était sur le terrain,
j'étais dans ma chambre à m'apprendre à coder sur un ordinateur d'occasion encombrant que j'avais acheté avec l'argent gagné en tondant des pelouses. Je me souviens d'un samedi après-midi, comme si c'était hier. J'avais peut-être 15 ans. Je venais de créer mon premier programme simple, un petit jeu d'aventure textuelle. Je bourdonnais d'excitation. Le sentiment de créer quelque chose à partir de rien était de la pure magie. J'ai couru en bas pour le montrer à mon père. Il était dans le salon avec Léo tenant un trophée que Léo venait de gagner lors d'une rencontre régionale d'athlétisme. La chose était dorée et étincelante, presque aussi grosse que le torse de Léo. « Regarde ça, Chris. » Mon père a tonné, sa voix résonnant de fierté. Il a tapé dans le dos de Léo si fort que mon frère a trébuché. « Championnat d'État le mois prochain. C'est mon fils. Un vrai gagnant. » Léo a souri, tenant le trophée comme un roi tenant un sceptre. J'ai levé mon ordinateur portable. « Papa, regarde ce que j'ai fait. C'est un jeu. J'ai écrit tout le truc moi-même. » Il a jeté un coup d'œil à l'écran, ses yeux survolant les lignes de code. Il a plissé les yeux. « C'est quoi tout ce charabia? Un jeu? Pour l'amour de Dieu, Christopher, tu joues encore avec des jouets? Ton frère est dehors en train de construire un avenir et toi tu es dans ta chambre à jouer avec un écran. » Il a agité une main dédaigneuse. « Allez, range ce truc. Tu n'as pas des devoirs à faire? » La magie en moi s'est évanouie. C'était comme s'il avait jeté un seau d'eau glacée sur une petite flamme. J'ai regardé ma mère, Eleanor, qui observait depuis l'embrasure de la cuisine. Elle m'a offert un petit sourire triste, une excuse silencieuse, mais elle n'a rien dit. Elle ne le faisait jamais. Son silence était sa propre forme d'accord. C'était le schéma. Chaque réussite mineure de Léo était célébrée avec un dîner de steak. Mes récompenses académiques étaient accueillies par un grognement et un « Eh bien, voyons si ça paie les factures un jour ». Il ne faisait pas que louer Léo. Il utilisait le succès de Léo comme une arme contre moi. C'était un message tacite constant. Tu ne suffis pas. Tu n'es pas le fils que je voulais. Ce n'était pas que mon père était un monstre. C'était juste un homme qui ne comprenait qu'une seule langue. La langue des briques et du mortier, de la sueur et du travail physique. Mon monde de logique, de code et d'algorithme lui était étranger, et il craignait ce qu'il ne comprenait pas. Et dans notre maison, la peur ressemblait toujours beaucoup à la colère. J'ai appris à arrêter d'essayer de lui montrer mon monde. J'ai construit des murs autour, protégeant cette petite flamme de passion du vent glacial constant de sa désapprobation. Ma chambre est devenue mon sanctuaire. Mon ordinateur est devenu mon meilleur ami. Et dans cet espace calme et solitaire, j'ai commencé à construire mon propre avenir, une ligne de code à la fois, un avenir qu'il ne verrait jamais venir. Le point de rupture est survenu l'été de mes 18 ans. C'était une soirée étouffante d'où, l'air épais et lourd d'une tension inexprimée. Depuis des semaines, mon père parlait de mon avenir comme s'il s'agissait d'une conclusion inévitable. Il avait vidé un petit bureau pour moi chez Vance & Son Construction juste à côté du sien. Il avait même fait faire une plaque pour la porte. Christopher Vance, chef de projet junior. Il me l'a montré avec un sourire fier, comme s'il me remettait les clés du royaume. Il ne pouvait tout simplement pas concevoir un monde où je n'en voudrais pas. Ce soir-là, nous étions tous les 4 assis à table. Ma mère avait fait un pain de viande, le préféré de mon père. C'était le genre de repas qu'elle faisait quand elle essayait de maintenir la paix. Mon père s'est éclairci la gorge. Un son qui signifiait toujours qu'une grande annonce arrivait. Alors, Christopher, a-t-il commencé. Tu commences lundi, 7h pile. Je te présenterai au contremaître sur le site Henderson. Il est temps que tu apprennes le métier depuis la base. Léo a souri en coin de l'autre côté de la table. Ne sois pas trop dur avec lui, papa. Il n'a probablement jamais tenu un marteau de sa vie. J'ai posé ma fourchette. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau piégé. C'était maintenant ou jamais. Je ne viens pas lundi, ai-je dit. Ma voix plus calme que je ne le voulais, mais ferme. Le sourire de mon père s'est figé. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je ne viens pas, ai-je répété un peu plus fort cette fois. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai accepté une bourse complète pour l'université de Stanford. Je vais étudier l'informatique. Silence. Un silence lourd et suffocant est tombé sur la table. La main de ma mère a volé à sa bouche.
Le sourire en coin de Léo a disparu, remplacé par un air de choc sincère. Mon père me fixait, son visage prenant lentement une teinte rouge sombre et dangereuse. Les veines de son cou ressortaient. Stanford en Californie. Tu jettes un avenir garanti, un héritage familial pour une chimère à l'autre bout du pays. Ce n'est pas une chimère, ai-je dit, ma propre voix s'élevant. C'est mon rêve. C'est ce pourquoi je suis doué. Doué, a-t-il rugi, frappant du poing sur la table, faisant sauter les assiettes. Tu es doué pour te cacher dans ta chambre. Je t'offre une vraie vie, un vrai salaire, une entreprise qui sera à toi et à ton frère un jour, et tu me craches au visage pour un diplôme de jeu vidéo glorifié. Ce n'est pas un diplôme de jeu vidéo. C'est des bêtises. A-t-il crié, se levant maintenant, son ombre planant sur moi. Si tu franchis cette porte et vas en Californie, n'ose pas revenir en attendant un centime de moi. Tu n'auras pas de fonds pour l'université. Tu n'auras rien. En ce qui me concerne, tu seras seul. Des larmes coulaient sur le visage de ma mère. Édouard, s'il te plaît, a-t-elle chuchoté, mais il l'a ignoré. Il me regardait, ses yeux flamboyants d'une fureur qui semblait pouvoir me réduire en cendres. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était de la trahison. Dans son esprit, je rejetais non seulement son entreprise, mais lui, son monde entier. Je me suis levé, ma propre chaise raclant durement contre le sol. Mes mains tremblaient, mais ma résolution n'avait jamais été aussi claire. Très bien, ai-je dit, le mot ayant un goût de cendre dans ma bouche. Je serai seul. Je suis sorti de la salle à manger, je suis monté dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes valises. Cette nuit-là, les fondations de notre famille se sont fissurées, et je savais au fond de moi que ce ne serait plus jamais pareil. Je choisissais mon avenir, mais ce faisant, j'acceptais que je pourrais perdre ma famille pour toujours. Les années suivantes ont été un flou de travail acharné. Je me suis épanoui à Stanford. Pour la première fois de ma vie, j'étais entouré de gens qui parlaient ma langue, qui voyaient ma passion non pas comme un passe-temps bizarre, mais comme un outil puissant. J'ai travaillé 3 emplois pour couvrir mes frais de subsistance, refusant de demander quoi que ce soit à mes parents. Chaque appel téléphonique à la maison était tendu. Ils posaient des questions vagues. Je donnais des réponses vagues. Le gouffre entre nous s'élargissait chaque mois. Le clou final dans le cercueil est venu pendant des vacances de Thanksgiving. C'était la première fois que je rentrais à la maison depuis près de 2 ans. J'étais en 3e année et je venais de lancer un petit projet dans ma chambre d'étudiant avec quelques amis. Nous développions un nouveau type de logiciel de compression de données. C'était brut. C'était plein de bugs, mais je savais que ça avait du potentiel. La maison était bondée de parents, tantes, oncles, cousins. L'air était épais de l'odeur de la dinde et du parfum écrasant de ma tante Carole. Tante Carole avait un talent spécial pour poser les questions les plus invasives avec un sourire mielleux. Elle m'a coincé près de la cheminée. « Christopher, chéri, on ne te voit presque plus. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais là-bas sous le soleil de Californie, toujours à bricoler avec ces petits ordinateurs ?» Avant que je puisse répondre, mon père s'est approché, un verre de whisky à la main. « Il lance une entreprise, a-t-il dit, le mot dégoulinant de sarcasme. « Raconte-leur, Chris. » J'ai senti une douzaine de paires d'yeux se tourner vers moi. J'étais hésitant, me souvenant de toutes les fois où mes idées avaient été abattues, mais une petite partie de moi espérait encore. Peut-être, juste peut-être, maintenant que c'était quelque chose de réel, il verrait. C'est une start-up de logiciels. J'ai commencé en essayant de garder ma voix stable. Nous travaillons sur un algorithme qui pourrait rendre le stockage de données beaucoup plus efficace. Léo, qui venait d'obtenir une grosse promotion chez Vance & Son, s'est approché d'un pas traînant et a passé un bras autour de mon épaule. Ne deviens pas trop technique, petit frère. Tu vas ennuyer tout le monde, a-t-il dit avec un petit rire condescendant. En gros, il essaie de vendre des trucs invisibles sur Internet. Pendant ce temps, nous venons de décrocher le contrat du Henderson Mall. Ça, c'est du vrai business. On peut le voir. On peut le toucher. La pièce a éclaté d'un rire poli. Mon père a tapé sur l'épaule de Léo. C'est mon garçon. Construire le monde. Pas jouer dans les nuages. L'humiliation était une chose physique. On aurait dit une bouffée de chaleur rampant le long de mon cou. J'ai regardé autour de la pièce. Pas une seule personne n'a croisé mon regard,
sauf ma mère qui m'a juste donné ce même petit sourire impuissant et triste. C'était ça. C'était le moment où j'ai pris une décision consciente. Je ne partagerai plus jamais ma vie professionnelle avec eux. Je ne leur donnerai plus jamais l'occasion de se moquer de mes rêves ou de rabaisser mon travail. Mon succès serait le mien. Mon monde serait le mien. Ils avaient fait leur choix et maintenant je faisais le mien. Je me suis excusé, je suis sorti dans l'air mordant de novembre et j'ai réservé un vol de retour pour la Californie pour le lendemain matin. Alors que je me tenais là sous le ciel froid et étoilé, j'ai fait un vœu silencieux. Un jour, ils comprendraient, mais je ne serais pas celui qui le leur expliquerait. Le monde le ferait. Et maintenant, toutes ces années plus tard, alors que j'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond, j'ai réalisé que ce jour était enfin arrivé. Le monde était sur le point de venir frapper à la porte de mon père. Le lendemain matin, j'étais à mon bureau à 7 heures, pas mon bureau d'angle chic au siège de Vanguard Tech au centre-ville, mais mon bureau privé tranquille que je gardais sous un nom de société différent, Vanguard Holdings, la branche immobilière de mon entreprise. C'était le centre nerveux des secrets que je gardais. Mon assistante, Sarah, une femme qui en savait plus sur ma vie que ma propre famille, a placé un café chaud sur mon bureau. Le décor est planté, Chris, a-t-elle dit doucement. Daniel est dans son bureau et attend l'appel. Merci, Sarah, ai-je dit en prenant une gorgée. Le café était amer, mais ma concentration était vive. Daniel, ou Danny comme je l'appelais, était mon jeune cousin. Il avait eu du mal après l'université, et j'avais discrètement financé sa certification immobilière et l'avais aidé à obtenir un emploi dans une agence de premier plan, une agence dont mon entreprise détenait désormais une participation majoritaire. C'était un bon gamin, et il était loyal. Il était aussi la seule autre personne de la famille qui savait que je possédais cette maison sur Maple Street. À 8h15 précise, ma ligne privée a sonné. C'était Danny. Il est sur mon autre ligne, a dit Danny, sa voix un murmure tendu. Il n'est pas content. Raconte-moi, Danny, ai-je dit calmement, m'adossant à ma chaise. Il a appelé pile à 8 heures. Il a dit qu'il était Edouard Vance de Vance & Son et voulait mettre le 124 Maple Street en vente immédiate. Il en veut 850 000 $. Il a dit que c'était urgent, une affaire de famille. Danny a pris une respiration. J'ai sorti les registres du comté comme on l'avait prévu. Je lui ai dit, monsieur, je vois les registres juste ici. La propriété a été vendue il y a 3 ans. Elle appartient à une société appelée Vanguard Holdings LLC. Je pouvais imaginer le visage de mon père parfaitement, la confusion se transformant en outrage, la couleur montant à ses joues. Qu'est-ce qu'il a dit? Ai-je demandé. Il a pété les plombs, a dit Danny. Il a commencé à crier. C'est impossible. C'est ma maison. Ma famille vit là depuis 20 ans. Il y a une erreur, une sorte de fraude. Il a exigé de savoir qui était derrière cette société. Il a même menacé d'impliquer son avocat. La mention d'un avocat était un mouvement classique de papa. Une menace destinée à intimider, à forcer le passage pour obtenir ce qu'il voulait. Ça avait toujours marché sur moi enfant. Ça ne marcherait pas maintenant. Je lui ai dit que je ne pouvais pas divulguer les informations du client, a continué Danny, mais que je pouvais transmettre ses coordonnées s'il voulait que je demande au propriétaire de le contacter. Il a pratiquement hurlé oui dans le téléphone. Chris, on dirait qu'il est sur le point d'avoir une crise cardiaque. Il ira bien, ai-je dit, bien qu'une partie de moi ait ressenti une pointe de quelque chose, pas de la culpabilité, mais une tristesse lasse. Tu as fait parfaitement, Danny. Maintenant donne-lui mon numéro. Pas ma ligne principale. La privée. Compris. Bonne chance. Danny a raccroché. J'ai fixé mon téléphone en attendant. Le silence dans le bureau était absolu. C'était le premier domino. Pendant des années, j'avais opéré dans l'ombre. Un bienfaiteur fantôme dont il ne soupçonnait pas l'existence. J'avais sauvé son entreprise, payé ses dettes et assuré le toit au-dessus de sa tête. Tout ça pendant qu'il me traitait de déception. Le rideau était sur le point d'être tiré. Il voulait parler au mystérieux propriétaire de Vanguard Holdings. Eh bien, son vœu allait être exaucé. Mon téléphone a sonné. L'écran affichait « Numéro inconnu ». J'ai pris une profonde inspiration, ajusté ma cravate et répondu à l'appel. Ici Christopher. La voix à l'autre bout était un rugissement.
Elle était déformée par la rage, mais c'était indubitablement celle de mon père. C'est qui bon sang? Où est le propriétaire de Vanguard Holdings? J'ai gardé ma propre voix parfaitement égale. Une île calme dans son ouragan de fureur. Vous lui parlez. Je m'appelle Christopher Vance. Je suis le propriétaire. Il y a eu un moment de silence stupéfait à l'autre bout. Je pouvais entendre sa respiration aiguë et saccadée. Il traitait l'information, essayant de faire correspondre les pièces, et échouant. Christopher, c'est quel genre de blague malade? Je ne suis pas d'humeur à jouer. Maintenant, passe-moi ton patron. Je n'ai pas de patron, papa, ai-je dit, le mot papa semblant étranger et bizarre dans ce contexte. C'est mon entreprise. Je possède Vanguard Holdings, et je possède la maison au 124 Maple Street. Non, a-t-il postillonné. Le seul mot était rempli d'un univers d'incrédulité et de déni. Non, ce n'est pas possible. Tu n'as pas ce genre d'argent. Tu travailles dans une petite entreprise technologique. Tu conduis cette vieille Toyota. Comment pourrais-tu? Sa voix s'est tue alors que la réalité, froide et dure, commençait à s'imprégner. Je l'avais laissé croire ce qu'il voulait croire. Je conduisais une Camry de 10 ans parce que c'était pratique et n'attirait pas l'attention. Je vivais dans un appartement modeste pour la même raison. Je ne parlais jamais de mon travail. J'avais construit une façade de médiocrité pour maintenir la paix, pour éviter les moqueries, pour me protéger. Et maintenant je la démolissais brique par brique. Je l'ai achetée il y a 3 ans, ai-je expliqué, ma voix dénuée d'émotion. J'énonçais simplement des faits. La banque était sur le point de lancer une procédure de saisie. Tu avais 6 mois de retard sur l'hypothèque. Vance & Son était au bord de la faillite. Alors, je suis intervenu. J'ai racheté l'hypothèque via ma société et repris l'acte de propriété. Je vous ai laissé, toi et maman, continuer à y vivre. Les paiements hypothécaires que vous avez faits chaque mois. Ils sont allés directement dans un compte de retraite que j'ai ouvert pour vous deux. Le silence à l'autre bout était différent maintenant. Ce n'était pas juste le choc. C'était le bruit de la vision du monde entière d'un homme s'effondrant en poussière. Le fils qu'il avait étiqueté comme un échec, une déception, celui qu'il essayait de jeter à la rue, avait secrètement été son propriétaire et son sauveur pendant des années. Un compte de retraite, a-t-il chuchoté, sa voix à peine audible. Oui, il y a plus de 100 000 $ dedans maintenant. Mais comment, a-t-il finalement réussi à demander, la colère remplacée par une confusion fragile et terrifiante. Où as-tu eu ce genre d'argent? Ta start-up? Je pensais que c'était juste un passe-temps. C'est un peu plus qu'un passe-temps, papa, ai-je dit. Une vague d'épuisement m'a submergé. J'avais retenu cela si longtemps, et le laisser sortir ressemblait moins à une victoire qu'à un relâchement d'une pression immense. Vanguard Tech est mon entreprise, pas Vanguard Holdings. C'est juste une petite filiale qui gère mes actifs immobiliers. Vanguard Tech est la société mère. Je pouvais entendre la voix de ma mère en arrière-plan maintenant, faible et inquiète. Edouard, qui est-ce? Qu'est-ce qui ne va pas? Mon père ne lui a pas répondu. Il me parlait encore, sa voix un murmure rauque. Je ne comprends pas, je sais que tu ne comprends pas, ai-je dit. Et pour la première fois, un soupçon des années de blessure s'est glissé dans ma voix. C'est tout le problème, n'est-ce pas? Tu n'as jamais essayé. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai mis fin à l'appel. J'avais besoin d'un moment pour respirer. La vérité était sortie, ou du moins la première couche. Mais assis là, une nouvelle question troublante a commencé à se former dans mon esprit. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après 3 ans de stabilité, a-t-il soudainement décidé de vendre la maison? L'entreprise était stable. L'hypothèque était payée. Quelque chose ne collait pas. Quelque chose avait déclenché ça. Et j'avais un mauvais pressentiment. Je savais qui c'était. La conversation avec mon père m'a laissé un goût amer dans la bouche. Ce n'était pas un triomphe. C'était juste désordonné. Sarah est entrée avec une tasse de café frais. Elle n'a pas dit un mot. Elle m'a juste lancé un regard qui était un mélange d'inquiétude et de soutien. Quelque chose cloche, Sarah, ai-je dit, fixant par la fenêtre le paysage urbain. Le timing de tout ça est trop spécifique. Mon père ne ferait pas un mouvement aussi drastique à moins de se sentir coincé. Tu penses que Léo a quelque chose à voir là-dedans, a-t-elle demandé.
C'était la même question qui résonnait dans mon propre esprit. Léo, l'enfant doré. Il était le seul à avoir l'influence pour pousser notre père à une telle extrémité. Mais pourquoi? J'ai sorti mon téléphone et composé son numéro. Il a répondu à la deuxième sonnerie, sa voix odieusement joyeuse. Et petit frère, à quoi dois-je l'honneur? Léo, ai-je dit, allant droit au but. Je viens de raccrocher avec papa. Il a essayé de vendre la maison. Il y a eu une légère pause. Oh, ouais. Waouh, c'est drastique. Est-ce que tout va bien? Il avait l'air inquiet, mais c'était une imitation bon marché, comme un acteur dans une mauvaise pièce. Tu me le dis, ai-je dit, ma voix froide. Il ne ferait pas ça sans raison. L'entreprise va bien. Je m'en suis assuré. Une autre pause, celle-ci plus longue. Eh bien, a-t-il dit, étirant le mot. Les choses ont été un peu justes ces derniers temps. Papa s'inquiétait de la trésorerie. Il parlait de devoir sécuriser son héritage, tu sais, s'assurer que maman soit à l'abri si quelque chose arrivait. C'était un mensonge et nous le savions tous les deux. J'avais accès aux finances devant Senson. J'étais le partenaire silencieux qui les avait renfloués. Ils n'étaient pas justes. Ils étaient plus rentables qu'ils ne l'avaient été depuis une décennie. Et vendre la maison familiale était sa première idée? Sans parler à son fils qui travaille dans la finance? Le fils qui se trouve être un partenaire silencieux dans son entreprise. Je bluffais sur la partie finance, mais je voulais voir sa réaction. C'est un homme fier, Chris. Tu le sais, a dit Léo doucereusement. Il n'aime pas demander de l'aide, surtout à toi. Cette dernière partie était l'hameçon. Le venin était subtil, mais il était là, surtout à toi. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Il y a quelques mois, Léo m'avait appelé pour poser des questions étrangement spécifiques sur Vanguard Holdings. Il avait présenté ça comme de la curiosité, disant qu'il avait vu le nom sur des registres de propriété publique et se demandait juste ce que c'était. À l'époque, j'avais été vague, lui disant juste que c'était une société d'investissement immobilier avec laquelle j'étais impliqué. Je n'y avais pas prêté attention. Mais maintenant. Léo, ai-je dit, ma voix tombant presque à un murmure. Savais-tu que Vanguard Holdings possédait la maison? Le silence à l'autre bout était assourdissant. Il s'est étiré pendant 5, 10, 15 secondes. Quand il a finalement parlé, son masque joyeux avait disparu. Sa voix était plate, froide. J'ai peut-être fait quelques recherches, a-t-il admis. Je ne suis pas stupide, Chris. J'ai vu les schémas. La façon dont les problèmes de notre famille disparaissaient simplement. J'ai fait le lien. Le téléphone semblait froid dans ma main. Ce n'était pas de la colère qui me remplissait. C'était de la glace. Donc, tu savais, ai-je dit. Tu savais que je possédais la maison. Tu savais que je les aidais. Et qu'as-tu fait, Léo? Qu'est-ce que tu lui as dit? Je pouvais presque entendre le sourire suffisant dans sa voix. J'ai juste suggéré que peut-être sa déception de fils faisait un coup de force. Que peut-être tu essayais de prendre tout ce qu'il avait construit. C'est un vieil homme, Chris. Il s'embrouille. Il s'inquiète pour son héritage. La trahison était si profonde, si complète qu'elle m'a laissé sans souffle. Ce n'était pas juste un malentendu. C'était un acte de sabotage délibéré né d'une pure jalousie venimeuse. Léo ne supportait pas que j'ai réussi selon mes propres termes. Alors, il a essayé de brûler mon monde en utilisant notre propre père comme allumette. Je vois, ai-je dit doucement. J'ai mis fin à l'appel. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté assis là dans le silence de mon bureau alors que la glace dans mes veines se transformait en acier. Ce n'était plus seulement une histoire de maison. Ce n'était pas une histoire d'argent ou d'affaires. C'était une histoire de vérité. Tout ça. Ma famille était bâtie sur une fondation de secrets et de mensonges. Et j'ai décidé à ce moment-là que j'allais être celui qui la démolirait et verrait ce qui, le cas échéant, valait la peine d'être reconstruit à partir des décombres. J'ai appelé Sarah par l'interphone. Sarah, ai-je dit, ma voix stable et claire. Annule mon après-midi et réserve une table pour 4 au Métropolitan pour ce soir, la meilleure table qu'ils ont. Avant le dîner, cependant, j'avais une pièce de plus à mettre en place sur l'échiquier. Mon père et mon frère me voyaient comme le gamin intello dans le garage, le raté qui s'était enfui pour jouer avec des ordinateurs.
Ils avaient besoin de voir qui j'étais vraiment avant que je ne leur dise un autre mot. À midi, j'avais une conférence de presse prévue à l'hôtel de ville. C'était un événement prévu depuis des mois annonçant le déploiement à l'échelle de la ville de Vanguard Civic, un logiciel de gestion de ville intelligente que mon entreprise avait développé. C'était une grosse affaire, un contrat de plusieurs millions de dollars qui révolutionnerait la circulation, la consommation d'énergie et les services d'urgence pour des millions de personnes. Je me tenais au podium flanqué du maire Thompson et de plusieurs membres du conseil municipal. La salle était remplie de caméras et de journalistes. Je n'étais pas nerveux. C'était mon monde. C'était là où j'étais aux commandes. J'ai parlé d'efficacité des données et d'amélioration de la communauté. J'ai répondu aux questions sur les protocoles de sécurité et les délais de mise en œuvre. Puis le maire Thompson s'est avancé au micro. C'était un politicien charismatique de la vieille école qui savait comment commander une salle. Je veux dire quelque chose de personnel, a-t-il commencé, me regardant directement. Quand Christopher et son équipe de Vanguard Tech nous ont apporté cette proposition pour la première fois, nous étions sceptiques. C'était ambitieux, mais la vision de ce jeune homme, son dévouement à utiliser la technologie, non seulement pour le profit, mais pour le bien public, était indéniable. Il a fait une pause, laissant ses mots s'imprégner. Le logiciel Vanguard permet déjà à cette ville d'économiser environ 18 millions de dollars par an. Il rend nos rues plus sûres et notre gouvernement plus efficace. Forbes a récemment nommé Christopher Vance leur innovateur technologique de l'année. Et je peux vous dire qu'ils ont vu juste. Notre ville est incroyablement fière de s'associer à une réussite locale comme Vanguard Tech. La salle a éclaté en applaudissements. En serrant la main du maire, j'ai vu le flash d'une caméra de nouvelles locales. Je savais qu'aux infos de 18h, mon visage serait sur les écrans de télévision à travers la ville, y compris celui dans le salon du 124 Maple Street. Ce n'était pas une question d'ego. C'était une question de stratégie. Je leur enlevais leur récit. Ils ne pouvaient pas me peindre comme un échec si le maire m'appelait un visionnaire. Ils ne pouvaient pas rejeter mon travail comme un passe-temps quand il changeait la ville même où ils vivaient. Je montais un dossier, non pas avec des arguments ou des accusations, mais avec des faits indéniables. La conférence de presse était la pièce à conviction A. En quittant l'hôtel de ville, j'ai ressenti un sentiment de résolution calme. La partie émotionnelle et désordonnée de la confrontation était encore à venir, mais les fondations étaient posées. Je n'étais plus le garçon adolescent sans défense ridiculisé à la table du dîner de Thanksgiving. J'étais un homme qui avait bâti un empire en silence. Et ce soir, pour la première fois, j'allais les laisser le voir. Après la conférence de presse, je suis retourné à mon bureau calme chez Vanguard Holdings. L'adrénaline s'était estompée, laissant un sens du but froid et clair. Il était temps de passer l'appel. Je n'ai pas appelé mon père. Il était trop instable. Je n'ai pas appelé Léo. Je ne pouvais pas croire un mot de ce qu'il disait. J'ai appelé ma mère. Elle a répondu à la première sonnerie, sa voix serrée par l'anxiété. « Christopher, ton père m'a dit. Je ne comprends pas ce qui se passe. » « Je sais que tu ne comprends pas, maman, » ai-je dit, gardant mon ton doux mais ferme. « Et c'est pourquoi nous devons parler, nous tous, face à face. Je ne pense pas que ton père soit en état de. » « Il sera là, » ai-je interrompu, ne laissant aucune place à la discussion. J'ai réservé une table pour 4 au Métropolitan ce soir. 20h. Il y a eu une inspiration brusque à l'autre bout. Le Métropolitan était le restaurant le plus exclusif et le plus cher de la ville, un endroit dont mes parents avaient seulement entendu parler. Un symbole d'un monde qu'ils sentaient bien au-delà de leur portée. Un seul dîner là-bas coûterait plus que leur paiement hypothécaire mensuel d'avant. Le Métropolitan, a-t-elle bégayé. Christopher, nous ne pouvons absolument pas nous permettre ça. Vous n'avez pas à le faire, ai-je dit. C'est moi qui invite. Pense à ça comme une réunion de famille. Il y a des choses que vous devez tous comprendre. Des choses importantes. Elle est restée silencieuse un moment. Je pouvais entendre la confusion et la peur dans son silence. C'était une femme qui avait passé toute sa vie à éviter la confrontation. Et je la convoquais à la plus grande de sa vie. D'accord, Christopher, a-t-elle finalement dit, sa voix petite. Nous serons là. Bien, ai-je dit. Et ne t'inquiète pas pour la conduite. Je ferai passer une voiture vous prendre à 19h30. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse protester.
J'ai ensuite passé un appel à mon chauffeur personnel, James. James, ai-je dit, ce soir tu iras chercher mes parents, et je veux que tu prennes la Tesla, pas la berline. La Tesla Model S était un autre de mes luxes discrets. Une machine élégante et puissante qui représentait tout ce que ma vieille Toyota Camry n'était pas. C'était une autre pièce du puzzle, une autre fissure dans la façade qu'ils avaient construite autour de moi. Tout était en place, la validation publique, le cadre opulent, l'entrée dramatique. Cela aurait pu sembler cruel, mais je connaissais ma famille. Les mots seuls ne suffiraient pas. Ils ne comprendraient pas l'échelle de mon monde à moins d'être forcés de l'expérimenter directement. Ce soir n'allait pas être juste un dîner. Ça allait être une éducation. Et la classe était sur le point de commencer. À 19h30 précise, une Tesla Model S blanc perle étincelante s'est arrêtée en ronronnant devant le 124 Maple Street. James, mon chauffeur, un professionnel accompli dans un costume noir élégant, est sorti et a ouvert la portière arrière passager. Depuis ma propre voiture, garée plus bas dans la rue, je les ai regardés émerger de la maison. Le visage de mon père était un nuage d'orage de ressentiment et de confusion. Ma mère avait l'air nerveuse, serrant son sac à main comme un radeau de sauvetage. Léo avait juste l'air agacé comme si tout cela était un énorme désagrément. Leurs expressions ont changé quand ils ont vu la voiture. Mon père s'est arrêté net. Il connaissait les voitures. Il appréciait les belles machines. Il a fixé la Tesla, puis James, puis à nouveau la voiture. Les pièces ne s'assemblaient pas dans sa tête. La mâchoire de Léo était pendante. Ce n'était pas le monde du fils raté qu'il connaissait. James les a salués avec un poli « Monsieur et Madame Vance. Monsieur Léo, Monsieur Christopher m'a envoyé vous chercher. » Ils sont montés dans la voiture en silence. L'accélération douce et silencieuse alors que James s'éloignait du trottoir n'a fait qu'ajouter à leur désorientation. Je suis arrivé au Métropolitan quelques minutes avant eux. Le valet, qui me connaissait par mon nom, m'a salué avec un chaleureux « Bonsoir, Monsieur Vance. » Le maître d'hôtel, un Français distingué nommé François, m'a accueilli à la porte. Christopher, mon garçon, un plaisir. Votre table habituelle est prête. Elle a la meilleure vue ce soir. Merci, François, ai-je dit en lui serrant la main. Ma famille me rejoindra sous peu. C'est leur première fois ici. Alors nous ferons en sorte que ce soit une soirée mémorable, a-t-il dit avec un sourire complice. J'ai été installé à une grande banquette circulaire dans le coin avec une fenêtre panoramique qui donnait sur toute la ligne d'horizon de la ville. Et là, juste au centre de cette tapisserie de lumière scintillante, se dressait un bâtiment qui grattait les nuages, avec un seul mot élégant allumé en bleu à son sommet, Vanguard. Quand ils sont arrivés, François les a personnellement escortés à la table. Leur visage racontait toute l'histoire. Ils regardaient autour d'eux l'élégance feutrée, le tintement calme de l'argenterie, les autres clients vêtus de costumes coûteux et de robes de soirée. Ils étaient complètement hors de leur élément. C'était un monde qu'ils n'avaient vu que dans les films. Mon père m'a regardé puis a regardé François qui tirait la chaise de ma mère pour elle. « Ils te connaissent ici ?» a-t-il demandé, sa voix un grognement bas. « Je suis un habitué », ai-je dit simplement, leur faisant signe de s'asseoir. Ils se sont assis, raides et gauche. Un serveur est immédiatement apparu avec de l'eau et des menus. Mon père a ouvert le sien, et j'ai vu ses yeux s'écarquiller en lisant les prix. Il l'a claqué. C'est ridicule, Christopher. C'est du gaspillage d'argent. Ce n'est pas du gaspillage s'il y a un but, papa, ai-je répondu calmement. J'ai laissé mon regard dériver vers la fenêtre. C'est une belle vue, n'est-ce pas? Ils se sont tous tournés pour regarder. Ma mère a halté. Ce bâtiment, a-t-elle dit en pointant du doigt. Celui qui dit Vanguard. Est-ce que c'est? C'est la tour Vanguard, ai-je dit, croisant son regard. Mon siège social. Je possède les 10 derniers étages. Mon bureau principal est juste là-haut. J'ai pointé le niveau du Penthouse, un phare de lumière contre le ciel sombre, celui avec toutes les lumières allumées. J'ai regardé la réalité les frapper, une onde de choc lente. Mon père fixait le bâtiment, la bouche légèrement entr'ouverte. Léo avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Tout le sarcasme, toute la condescendance avait disparu, remplacée par une incrédulité brute et nue. Je les avais amenés au sommet de la montagne pour leur montrer à quel point leur monde était petit et à quel point le mien était devenu vaste. Les apéritifs n'étaient même pas arrivés,
et déjà le plat principal, la vérité, était servi. Le serveur est venu et a pris notre commande. J'ai commandé pour la table, choisissant le menu dégustation du chef et une bouteille de vin qui coûtait plus cher que ma première voiture. Mon père n'a pas protesté. Il est juste resté assis là en silence, fixant la tour avec mon nom dessus. Une fois le serveur parti, je me suis penché en avant, posant mes coudes sur la table. Le temps des jeux était révolu. Tu as raison, papa, ai-je commencé, ma voix calme, mais portant à travers la table avec une clarté déconcertante. Ce dîner est cher, mais je le considère comme un investissement. Un investissement dans la vérité, parce qu'il semble qu'il y ait quelque chose que vous avez tous mal comprise depuis très longtemps. J'ai regardé mon père. Tu penses que je suis un échec. Le texto que tu m'as envoyé hier soir l'a rendu parfaitement clair. Tu penses que je suis une déception qui doit affronter le monde réel. Alors, parlons du monde réel. J'ai pris une gorgée d'eau. Il y a 3 ans, le monde réel était sur le point de t'écraser. Ton avocat préparait les dépôts de bilan pour Vance & Son. Tu avais plus de 200 000 $ de dettes envers les fournisseurs. Tu as fait défaut sur un prêt d'équipement et l'IRS menaçait de placer un privilège sur tous tes actifs pour des charges sociales impayées. La banque saisissait la maison. Est-ce que c'est ça le monde réel dont tu parlais? Le visage de mon père est devenu pâle. La main de ma mère tremblait alors qu'elle tendait la main vers son verre d'eau. Une société appelée Vanguard Holdings a acheté ton hypothèque et réglé tes dettes, ai-je continué, ma voix comme de la glace. Elle a payé les 90 000 $ que tu devais aux fournisseurs de bois. Elle a payé les 40 000 $ pour la rétrocaveuse. Elle a payé ta facture fiscale de 23 000 $. Et puis quelques semaines plus tard, un homme nommé Mark Henderson, le PDG de Henderson Manufacturing, t'a appelé à l'improviste et t'a offert le plus gros contrat de ta carrière, sauvant Vance & Son. Tu as dit à tout le monde à Noël que c'était un miracle. J'ai laissé les mots flotter dans l'air. Ce n'était pas un miracle, papa. C'était moi. Je possède Vanguard Holdings. Je possède Vanguard Tech. Mark Henderson est à mon conseil d'administration. Je lui ai demandé de te donner ce contrat comme faveur personnelle. Ma mère a laissé échapper un petit sanglot étouffé. Christopher, pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai tourné mon regard vers elle et pour la première fois, ma voix s'est adoucie avec une lueur de vieille douleur. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de partager ma vie avec vous, on me l'a renvoyé au visage. Parce qu'à chaque fête, je devais écouter toi et papa Lou et Léo pour avoir conclu une petite affaire pendant que je concluais des fusions d'1 milliard de $ dont vous ne saviez rien. Puis j'ai regardé mon frère. Ma voix est redevenue dure. Et puis il y a toi, Léo. Il a tressailli, refusant de croiser mon regard. Tu savais, ai-je dit les mots comme des éclats de pierre. Tu savais que je possédais la maison. Tu savais que j'aidais. Mais tu ne pouvais pas le supporter, n'est-ce pas? Tu ne pouvais pas supporter l'idée que ton échec de petit frère soit celui qui tenait tout ensemble. Alors, tu es allé voir papa. Tu as chuchoté du poison à son oreille. Tu lui as dit que je faisais un coup de force, essayant de voler son héritage. Tu as utilisé sa fierté et sa peur contre lui et contre moi. Tout ça parce que tu ne pouvais pas gérer la vérité. Je me suis adossé à ma chaise. Le silence à la table était si épais que je pouvais le sentir peser sur moi. Toute la fondation laide et pourrie de notre dynamique familiale était mise à nu sur la nappe blanche entre nous. Mon père regardait de moi à Léo à ma mère. Il ressemblait à un homme qui s'était perdu dans les bois pendant 20 ans, pour découvrir qu'il avait marché en rond dans son propre jardin. J'ai regardé par la fenêtre mon immeuble, le nom Vanguard brillant dans la nuit. J'avais construit ça. J'avais construit tout ça. Et je l'avais fait non seulement sans leur aide mais en dépit de leurs doutes. La nourriture est arrivée, une procession de plats exquis, mais personne n'a bougé. Les assiettes artistiquement arrangées sont restées intactes, refroidissant dans le silence suffocant. Les bruits du restaurant, les rires lointains, le tintement des verres semblaient venir d'un autre monde. À notre table, le temps s'était arrêté. Mon père avait l'air vieux. C'était la première fois que je le voyais avoir l'air vraiment vaincu. L'arrogance, la fanfaronnade, la certitude inébranlable qu'il avait définie toute ma vie s'étaient toutes évaporées, laissant derrière elle un homme frêle et confus. Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Que pouvait-il bien dire? C'est ma mère qui a brisé le silence. Une seule larme a roulé sur sa joue, puis une autre.
Elle ne faisait pas de bruit, juste un flux silencieux et continu de larmes. Elle m'a regardé, ses yeux remplis d'un chagrin si profond qu'il semblait ancien. Nous ne savions pas, a-t-elle chuchoté, sa voix se brisant. Vous ne vouliez pas savoir, ai-je répondu, ma voix plus douce maintenant, dénuée du tranchant dur qu'elle avait eu avant. Il n'y avait pas de victoire là-dedans, seulement un profond sentiment de perte pour les années que nous ne pourrions jamais récupérer. C'était plus facile de croire que j'étais le problème que d'admettre que l'entreprise de papa échouait. C'était plus facile d'accepter la version du succès de Léo que d'essayer de comprendre la mienne. Finalement, mon père a parlé. Sa voix était un peu graveleux. L'argent? Tu as tout payé? Oui, ai-je dit. Et la maison? Elle est vraiment à toi. Elle l'est depuis 3 ans. Il a secoué la tête lentement, plus dans le déni, mais dans une pure crainte incompréhensive. Il a regardé Léo, et pour la première fois, je n'ai pas vu de fierté, mais une lueur de mépris dans ses yeux. Léo s'est tortillé sur son siège. Il a finalement levé les yeux, le visage pâle et luisant de sueur. Chris, je suis désolé, a-t-il bégayé. J'étais jaloux. Je te voyais avec tout ça et papa qui. Il me regardait toujours comme si j'étais le héros. Je ne voulais pas perdre ça. C'était un aveu pathétique et égoïste, mais c'était aussi la chose la plus honnête qu'il m'ait jamais dite. Il ne s'agissait pas de moi du tout. Il s'agissait de sa propre insécurité, de sa terreur de perdre sa place d'enfant doré. J'ai juste hoché la tête. Je n'avais plus l'énergie d'être en colère contre lui. Il n'était qu'un homme triste et effrayé dans un costume qu'il ne pouvait pas se permettre, qui avait failli détruire sa famille pour soutenir son propre ego fragile. Le silence est revenu plus lourd cette fois, rempli du poids de tout ce qui venait d'être dit. La vérité était une boule de démolition, et elle venait de traverser le centre de nos vies, ne laissant que des décombres derrière elle. Il n'y avait plus de secrets derrière lesquels se cacher, plus de mensonges à raconter. Il n'y avait que l'épave et nous 4 assis dans les ruines. J'ai fait signe au serveur et demandé l'addition. Le repas intact était un témoignage du véritable but de la soirée. Il n'a jamais été question de nourriture. Il était question d'un règlement de compte. Alors que le serveur traitait ma carte, j'ai exposé les nouvelles conditions de notre relation. Ma voix était calme. La voix d'un PDG exposant une nouvelle politique d'entreprise. Voici ce qui va se passer, ai-je dit en regardant chacun d'eux à tour de rôle. Vous pouvez continuer à vivre dans la maison. Je ne vais pas jeter mes propres parents à la rue. Le fonds de retraite que j'ai créé est toujours à vos noms. Quand vous serez prêt à réduire la taille de votre logement, l'argent est là pour vous. J'ai fait une pause, les laissant absorber la grâce que j'offrais. Puis sont venues les conditions. Mais les choses vont être différentes. Cette dynamique, celle où je suis la déception de la famille et le punching ball émotionnel, est terminée. Elle se termine ce soir. Notre relation, si nous devons en avoir une, sera construite sur le respect. Pas sur mon compte en banque, mais sur un respect humain mutuel de base. Vous me parlerez d'égal à égal, comme à un fils, pas comme à un problème à résoudre ou un échec à plaindre. Je me suis tourné vers Léo. Et toi, tu vas trouver ta propre voie. Tu peux rester chez Vance & Son, mais ton voyage gratuit est terminé. Tu vas devoir mériter ta place pour de vrai cette fois. L'entreprise a un conseil d'administration maintenant et je suis le président. Le visage de Léo est devenu blanc. J'ai signé l'addition, laissant un pourboire généreux. Puis je me suis levé. J'ai fait en sorte que la voiture vous ramène chez vous, ai-je dit. Je vais marcher. Ma mère a levé les yeux, ses yeux suppliants. Christopher, ne pars pas. S'il te plaît, parlons encore. Nous en avons assez dit pour une soirée, maman, ai-je répondu doucement. Vous avez tous beaucoup de choses à penser. Je me suis éloigné de la table sans regarder en arrière. Je pouvais sentir leurs yeux sur moi alors que je quittais la salle à manger opulente et sortais dans l'air frais de la nuit. Les lumières de la ville semblaient plus brillantes, plus claires. J'avais l'impression de venir de perdre une peau que je portais depuis 29 ans. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas triste. Je me sentais léger. Le fardeau de leurs attentes, le poids de leur désapprobation, l'effort épuisant de me cacher, tout était parti. Pour la première fois, j'étais complètement et totalement libre. Je ne savais pas si notre famille pourrait être reconstruite. Mais je savais que quoi qu'il arrive, j'irais bien.
J'avais enfin sauvé la seule personne que j'avais besoin de sauver depuis le début, moi-même. Les 6 mois suivants ont été la période la plus calme et la plus paisible de ma vie d'adulte. La tempête était passée, laissant derrière elle un calme étrange et inconnu. Il n'y avait pas de texto colérique tard dans la nuit, pas d'appel téléphonique tendu et obligatoire. Il y avait juste le silence. Et dans ce silence, j'ai commencé à construire une vie qui était vraiment la mienne. Pas une vie vécue en réaction à ma famille. Vanguard Tech a conclu la plus grosse affaire de son histoire. Un partenariat avec une entreprise de logistique mondiale qui a envoyé notre valorisation dans la stratosphère. Nous avons célébré non pas avec une fête somptueuse, mais avec un bonus pour toute l'entreprise et une semaine supplémentaire de congés payés pour chaque employé. Regarder la joie sur les visages de mon équipe m'a donné une satisfaction bien plus profonde que n'importe quel chiffre sur un bilan comptable ne le pourrait jamais. J'ai commencé à prendre mes week-ends. Je faisais de la randonnée. Je lisais des livres qui n'avaient rien à voir avec la technologie. J'ai renoué avec de vieux amis d'université qui me connaissaient avant l'argent, des amis qui m'aimaient pour mes mauvaises blagues et ma connaissance encyclopédique des films de science-fiction. Un samedi ensoleillé, je suis allé au cimetière. C'était quelque chose que je faisais quelques fois par an. J'ai trouvé la simple pierre tombale en granit que je cherchais. Professeur Albright, mon mentor à Stanford. C'était lui qui, après avoir vu mon projet de chambre d'étudiant, m'avait pris à part et m'avait dit « Monsieur Vance, ne laissez personne, et je dis bien personne, jamais vous dire que vos idées sont folles. » Il avait investi les premiers $10 000 dans mon entreprise naissante. Il est décédé d'une crise cardiaque juste un an avant que Vanguard n'entre en bourse. Il n'a jamais pu voir ce qu'elle était devenue. J'ai enlevé quelques feuilles égarées de sa pierre tombale. Eh bien, professeur, ai-je dit doucement à l'air calme, on l'a fait. C'est devenu un peu désordonné en cours de route, mais on l'a fait. Je lui ai parlé du contrat de la ville, du nouveau partenariat. Je lui ai raconté comment j'avais enfin tenu tête à mon père. Ça faisait du bien de le dire à voix haute, de partager la victoire avec la seule personne qui avait toujours cru en moi. En rentrant chez moi, avec le soleil se couchant dans mon rétroviseur, j'ai réalisé quelque chose de profond. Mon besoin de l'approbation de mon père, le vide profond et douloureux que j'avais essayé de combler toute ma vie, avait disparu. Je ne l'avais pas remplacé par l'argent ou le succès. Je l'avais rempli moi-même avec le respect de soi. J'étais devenu ma propre source de validation. La paix que je ressentais n'était pas parce que ma famille avait changé. C'était parce que moi j'avais changé. Je n'avais plus besoin qu'ils me voient. Je pouvais enfin me voir moi-même. Juste au moment où je m'étais installé dans cette nouvelle existence paisible, ils ont commencé à tendre la main. Les tentatives étaient maladroites, hésitantes, comme des gens apprenant une nouvelle langue. Le premier était un texto de mon père. Il est arrivé un mardi après-midi au hasard. Ce n'était ni colérique ni exigeant. C'était juste un lien vers un article de presse sur le nouveau contrat logistique de Vanguard Tech. Sous le lien se trouvait une seule phrase courte, « C'est très impressionnant. Nous sommes fiers de toi. » J'ai fixé le mot « nous ». C'était la première fois qu'il le disait. C'était une petite chose, mais cela semblait monumental. J'ai répondu par un simple « merci ». Quelques semaines plus tard, ma mère a appelé. Elle n'a pas essayé d'aplanir les choses ou de faire semblant que rien ne s'était passé. Sa voix était hésitante, fragile. Elle m'a dit que Léo avait déménagé. Il avait quitté son emploi chez Vance & Son et avait pris un poste de débutant dans une autre entreprise de construction à l'autre bout de la ville. Il a dit qu'il avait besoin de construire quelque chose par lui-même, a-t-elle dit, une note d'émerveillement dans la voix. Puis elle a pris une respiration tremblante. Christopher, a-t-elle dit, il y a quelque chose que j'aurais dû te dire. Quelque chose que j'avais trop honte d'admettre. Elle a avoué qu'elle connaissait l'ampleur des problèmes financiers depuis des années. Elle avait vu les lettres de la banque, les avertissements de l'IRS. Elle savait qu'ils étaient au bord de tout perdre. Pourquoi n'as-tu rien dit, maman, ai-je demandé. La vieille blessure un écho faible dans ma poitrine. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Sa voix s'est brisée. Parce que j'étais lâche, a-t-elle chuchoté. La fierté de ton père est si fragile. Je pensais que lui dire la vérité le briserait. Et j'avais honte d'admettre à mon fils qui réussit que nous avions si lourdement échoué. C'était plus facile d'espérer juste un miracle. Et puis tu es devenu ce miracle. Et j'avais toujours trop honte d'admettre que j'en avais besoin. C'était le dernier rebondissement,
le dernier secret que la maison détenait. Son silence n'était pas juste un accord passif. C'était un choix actif né de la fierté et de la peur. L'entendre l'avouer, entendre la honte brute dans sa voix ne m'a pas mis en colère. Ça m'a rendu triste. Triste pour les années où elle avait porté ce fardeau seule. Je comprends, maman, ai-je dit, et je le pensais. Le dernier rameau d'olivier est venu de Léo. C'était une lettre manuscrite à l'ancienne qui est arrivée dans ma boîte aux lettres. Dedans, il s'excusait encore, non pas pour sa jalousie, mais pour sa faiblesse. Il a écrit, « J'ai passé toute ma vie à jouer le rôle que papa a écrit pour moi. Je ne me suis jamais arrêté pour penser à qui je voulais réellement être. Te voir tout ce que tu as construit en étant toi-même, m'a fait réaliser que je n'avais rien construit du tout. Ce n'étaient pas les actions de gens essayant de revenir dans mes bonnes grâces pour un gain financier. C'étaient les actions de gens qui avaient été brisés et essayaient de se reconstruire en quelque chose de nouveau, quelque chose de plus honnête. La démolition avait été un succès. Maintenant peut-être, juste peut-être, la construction pouvait commencer. 1 an après ce dîner fatidique, par un dimanche d'automne vif et doré, je me suis retrouvé à conduire sur Maple Street. Je ne l'avais pas prévu. Ma voiture a juste semblé trouver son chemin toute seule, attirée par une gravité que je ne pouvais pas expliquer. Je me suis garé de l'autre côté de la rue. La maison avait l'air la même. Le chêne géant perdait ses feuilles flamboyantes partout sur la pelouse. La peinture s'écaillait un peu sur la rambarde du porche avant, comme elle l'avait toujours fait. Elle semblait si normale, si petite comparée à la guerre qui avait été menée à son sujet. J'ai vu mon père dans la cour avant. Il réparait une planche lâche sur la clôture blanche. Il n'utilisait pas d'outils électriques sophistiqués, juste un simple marteau et une poignée de clous tenus entre ses dents. Il bougeait avec une patience lente et délibérée que je ne lui avais jamais vue auparavant. Il avait l'air content. Il a dû sentir que je le regardais parce qu'il s'est arrêté, a pris les clous de sa bouche et a levé les yeux. Nos regards se sont croisés de l'autre côté de la rue. Il n'y avait pas de colère dans son regard, pas de ressentiment. Il m'a juste regardé. Puis un petit sourire hésitant a touché ses lèvres. Il a levé la main en un signe court et simple. J'ai pris une profonde inspiration et je suis sorti de la voiture. J'ai traversé la rue. Le crissement des feuilles mortes sous mes pieds était le seul son. Je me suis arrêté au portail qu'il venait de réparer. La clôture a l'air bien, ai-je dit. C'est toujours quelque chose avec une vieille maison, a-t-il répondu, la voix calme. Il a regardé le marteau dans sa main, puis m'a regardé à nouveau. Ta mère fait cette tarte aux pommes que tu aimes. Ce n'était pas une excuse. Ce n'était pas un grand discours. C'était une invitation. C'était un début. Ouais, ai-je dit, un vrai sourire s'étendant sur mon visage. Je parie qu'elle sent bon. Entre, a-t-il dit en faisant signe vers la porte d'entrée avec son marteau. Elle sera heureuse de te voir. J'ai ouvert le portail. Il a pivoté en douceur sans grincer. Et j'ai marché dans la cour vers la maison, vers un avenir que je n'avais jamais cru possible. La relation que nous construisions ne serait pas parfaite. Les fissures du passé seraient toujours là, mais elles seraient réelles. Elles seraient honnêtes. Et pour la première fois, ce serait un foyer construit non pas sur des secrets et des mensonges, mais sur une fondation de vérité durement gagnée, belle et désordonnée. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. C'est un rappel que parfois, la chose la plus importante que vous puissiez construire est une vie qui vous est propre. Avez-vous déjà dû redessiner les lignes dans une relation pour protéger votre propre paix? Partagez votre histoire dans les commentaires.